Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Pour tout vous dire. Et si ce qui allait changer le monde se trouvait dans notre assiette? De plus en plus, nous nous intéressons à la qualité de notre nourriture et à la protection de l'environnement. Et on le sait, les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation pèsent lourd dans les défis que rencontre la planète. Comment l'agriculture peut-elle s'adapter aux impératifs des changements climatiques et comment parviendra-t-elle à nourrir le monde tout en préservant l'environnement? Ce sera le sujet de Pour tout vous dire aujourd'hui. Pour parler d'agriculture et d'alimentation, mais aussi des solutions qui s'offrent pour rendre ces secteurs plus durables, deux spécialistes sont avec moi aujourd'hui. Il s'agit d'André-Jean Guérin et de Jean-Baptiste Millard, que je vais vous présenter dans un instant. Et puis, Shirley Billot viendra nous rejoindre tout à l'heure pour nous parler de la marque de cosmétiques qu'elle a créée, Cadalis, qui utilise des principes actifs contenus dans des déchets de la filière banane. Bonjour à tous les deux, Jean-Baptiste Millard. Bonjour. Et André-Jean Guérin. Bonjour. André-Jean Guérin, vous êtes ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts et vous avez été haut fonctionnaire au développement durable au sein du ministère de l'écologie et du développement durable. Aujourd'hui retraité, vous êtes actif dans plusieurs think tanks et ONG. Et Jean-Baptiste Millard, vous avez été avocat et vous êtes un spécialiste en droit rural. Vous êtes ici en tant que délégué général d'Agridé, un laboratoire d'idées pour les secteurs agricoles, agro-industriels et agroalimentaires. Tout à fait. Alors pour commencer, on va rappeler quelques chiffres. L'alimentation est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. L'agriculture de 12% des émissions. La transformation de ces secteurs est donc un axe clé pour la transition vers une économie plus sobre pour faire face au changement climatique. Ces émissions, d'où proviennent-elles? Jean-Baptiste Millard. Oui, alors pour compléter vos chiffres, on considère que les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire sont à l'origine de 19% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, effectivement, il y a plusieurs sources d'émissions. Outre le CO2 qui est effectivement émis par le matériel agricole, il y a également le protoxyde d'azote qui est issu donc des matières fertilisantes et également le méthane issu donc des ruminants et donc de leur cycle digestif. Donc, c'est effectivement les trois gaz à effet de serre que l'on retrouve dans l'agriculture. Donc, ce sont des gaz, effectivement, qui viennent alourdir le bilan équivalent CO2 de l'agriculture française et européenne. Ils proviennent des activités de l'agriculture en amont et en aval, c'est-à-dire qu'il y a déjà au moment de la production et puis il y a tout ce qui concerne le transport, la transformation des produits agricoles. Là, si on parle de l'alimentation, de la fonction alimentation, c'est évidemment beaucoup plus large que simplement l'agriculture. D'ailleurs, vous avez cité les chiffres, en Europe, 12% des émissions attribuées à l'agriculture sensu stricto, environ 30% pour la fonction alimentaire. Donc, vous avez raison, il y a des émissions en amont, par exemple pour la fabrication des engrais, industrie chimique importante, donc émissions de gaz à effet de serre, soit directement CO2, soit par fuite de protoxyde d'azote, par exemple. Émissions agricoles, on l'a évoqué, émissions dans la transformation, industrie agroalimentaire, mais derrière, il y a aussi le transport des denrées, le système de distribution, grande surface, petit commerce, le système de restauration collective, que ce soit dans des restaurants ou dans des cantines, et puis à la maison également. Donc c'est l'ensemble qui constitue la fonction alimentaire. Mais 30% des émissions de gaz à effet de serre mondiales et européennes attribuées à l'alimentation, ça veut dire qu'on n'imagine pas pouvoir contrôler les émissions de gaz à effet de serre sans qu'il y ait des modifications de la fonction alimentaire, y compris les denrées alimentaires, y compris
l'attention à ne pas gaspiller, y compris voilà, un certain nombre de choses. Voilà, donc ça c'est pour les émissions. Puis il y a aussi d'autres problèmes liés à l'agriculture. Ce sont les problèmes de perte de biodiversité, par exemple, de pollution en général. L'agriculture intensive, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, est une cause importante de pollution, notamment du fait de l'usage des pesticides. Vous pouvez nous en dire quelques mots, Jean-Baptiste Oui, Millard? alors, tout à fait. Alors, il faut déjà s'interroger sur l'utilisation des pesticides. Donc, les pesticides servent effectivement à protéger les plantes, donc protéger les plantes contre les bioagresseurs et les maladies. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut s'interroger sur l'intensité, la fréquence d'utilisation de ces produits phytopharmaceutiques. Et puis, il y a de nouvelles voies, comme l'agriculture biologique, qui permet également de produire en se passant de produits pharmaceutiques de synthèse. Donc, effectivement, là, on a, l'intégration de plusieurs problématiques qui sont celles, effectivement, de réduire la pression phytopharmaceutique pour permettre, tout en évitant de réduire de manière trop importante la production. On a un travail aussi sur un retrait d'un certain nombre de molécules les plus dangereuses. Et puis, on a de nouvelles voies, telles que l'agriculture biologique ou l'agriculture de conservation des sols, sur lesquelles on reviendra, qui permettent, toute assemblée, d'avoir une trajectoire de progrès pour l'agriculture française et européenne. Alors l'élevage, ça représente entre 70 et 90% des émissions directes du secteur agricole. L'élevage bovin en particulier, très consommateur d'eau et qui est un facteur de déforestation également. C'est un des grands sujets, l'élevage, pour passer à une agriculture plus durable. Le problème est dans l'excès. Lorsqu'on a des élevages intensifs sur d'immenses surfaces, évidemment, on réduit toutes les autres séquences de la vie végétale, des insectes, etc. En revanche, un élevage bien adapté à un paysage, bien adapté à des cultures spontanées, par exemple de la prairie, permet d'exploiter une production végétale qui sinon serait perdue. Et donc, certainement, l'élevage contribue beaucoup aux émissions de gaz à effet de serre, éventuellement à la réduction de biodiversité, lorsqu'il faut avoir des immenses productions de soja, par exemple, pour l'alimentation animale sur des surfaces immenses, indirectement, c'est peut-être pas les animaux qui le mangent directement, mais indirectement, pour permettre l'élevage, on a réduit et la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre sur de grandes surfaces. Donc, je crois que c'est comme cela qu'il faut regarder cette approche concernant l'agriculture. Il y aura peut-être jusqu'à 10 milliards d'êtres humains à nourrir en 2050. Évidemment qu'il va falloir produire pour cela. Et peut-être aussi, on attendra plus d'une production végétale pour fournir davantage d'industrie, c'est la bioéconomie, pour fournir davantage d'énergie, pour réduire l'utilisation des carburants fossiles. Et tout cela ne se fera pas avec une agriculture peu intensive. Mais agriculture intensive ne veut pas dire, n'est pas l'équivalent d'une agriculture qui détruit tout, qui est monospécifique, etc. Une agriculture intensive, ça peut être ou la permaculture que vous allez peut-être évoquer. La permaculture, c'est extrêmement intensif. Mais il y a une variété dans l'utilisation des espèces, des semences, etc., qui permet que l'attirance de certaines plantes pour certains insectes avant éventuellement utiliser de façon parcimonieuse des pesticides de synthèse. On va parler maintenant du rôle du consommateur, parce que nous avons un pouvoir en choisissant ce qu'on met dans notre assiette. On a parlé de l'élevage tout à l'heure et du fait qu'il était très émetteur de gaz à effet de serre. Alors, est-ce que la réponse serait en partie de devenir végétarien, d'après vous, Jean-Baptiste Millard ? Alors, on peut dire que les consommateurs sont devenus aujourd'hui des mangeurs éveillés, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à ce qu'il y a dans leur assiette et donc ils essayent de comprendre la manière dont ils mangent et c'est une très bonne chose. Ensuite,
une fois que ce diagnostic est fait, il faut voir comment le consommateur se comporte. Et on sait très bien qu'il est assez paradoxal entre ses intentions et puis la réalité de ses achats. Néanmoins, effectivement, on assiste... Vous évoquiez les denrées d'origine animale, il y a une baisse de la consommation de viande. La transition est déjà en marche depuis un certain nombre d'années. Il y a une baisse de la consommation de viande en France et dans les pays, en tout cas en France et en Europe. Donc ça se fait à la faveur des productions végétales. Donc avec un mixte des protéines, effectivement, qui aujourd'hui n'est pas atteint. Aujourd'hui, effectivement, la majeure partie des protéines, plus de 2 tiers des protéines que l'on consomme sont des protéines animales. Le dernier tiers étant des protéines végétales. Donc on voit bien qu'il y a là, effectivement, dans une approche, j'allais dire, holistique de la problématique du changement climatique, la nécessité d'engager la totalité de la chaîne alimentaire jusqu'au consommateur. Le consommateur, effectivement, est en mesure, par ses choix, de faire redescendre une information jusqu'au producteur. La France vient de lancer un plan protéines végétales. Oui, tout à fait. Ça Alors, pourrait ça avoir participe complètement, effectivement, de cette dynamique. La production, si on revient au champ, la production de protéines végétales n'est pas toujours simple. C'est pour ça qu'elle a... Il faut des outils particuliers, par exemple, Alors, pour cultiver le soja. Il faut de la technologie aussi particulière. Je pense qu'on n'a pas suffisamment investi aussi en matière de recherche variétale dans ces questions de protéines, de légumes, de protéines végétales, de légumineuses. Là, il y a effectivement une volonté du gouvernement. Ça faisait 2 ans qu'on en parlait. Le 1er décembre, donc, Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, a présenté son plan protéines. C'est 100 millions d'euros mis sur la table. 100 millions d'euros donc du plan de relance France, avec effectivement une partie de cet argent qui ira dans la structuration des filières, c'est très important. Et puis d'autres parties également dans la recherche et développement et de nouvelles techniques pour approcher la production de protéines. Et je pense qu'il y aura un deuxième volet qui va arriver ensuite, c'est également un volet d'aide dans le cadre de la politique agricole commune pour encourager la production donc, de protéines végétales de type légumineuse qui peuvent à la fois effectivement se substituer à du soja d'importation. Donc là, on fait d'une pierre 2 coups. Et puis, il y a aussi une volonté d'enrichir l'assiette des Français avec des légumineuses. Et ça, c'est plutôt intéressant. Tout ça est plutôt vertueux, mais il faut quand même que l'agriculteur puisse gagner sa vie avec ce type ça, on en parlait tout à l'heure. De production. On va continuer de parler d'agriculture et d'alimentation, mais tout de suite, direction la commune de Chaussy, au cœur du parc naturel régional du Vexin, à moins de 100 km au nord-ouest de Paris. Depuis 25 ans, la bergerie de Villarceau est un petit laboratoire de transition agricole. Aujourd'hui, le site réunit 5 acteurs et constitue à lui seul un prototype et un support de réflexion et d'échange face aux défis que représente l'effondrement de la biodiversité et les changements climatiques. Comme chaque 2e samedi du mois, la coopérative Saveurs du Vexin ouvre ses portes à ses coopérateurs. Ils sont environ 300 à venir se fournir ici en produits de la ferme ou des fermes biologiques des alentours, en circuit court, comme ces légumes cultivés dans le champ et la serre d'à côté et vendus directement par le maraîcher. Choux de Pontoise, carottes, radis, patates douces, des produits de saison récoltés la veille. Les légumes que vous avez là, ils ont été récoltés hier et sont restés stockés au hangar, donc en fait c'est ultra frais. Et puis la différence, c'est que c'est un peu moins cher parce qu'en fait il y a moins d'intermédiaires entre le consommateur et nous. Donc en fait ça fait la différence. Voilà 25 ans que la bergerie de Villarceau expérimente d'autres manières de produire et de consommer. Les produits sont vendus à la coopérative par une équipe de bénévoles. Odile Adamides, coopératrice depuis près de 20 ans, suit la gérance depuis 6 ans. Les produits qu'on achète sont prioritairement bio. On essaie d'avoir donc des producteurs en direct. C'est donc vraiment le circuit court par excellence, puisque
On a en direct le producteur de viande de porc, le producteur bien sûr de viande de bœuf, le producteur de farine, de pain. Donc tous les produits qu'on peut avoir en circuit court, on les offre en priorité à nos coopérateurs. Même des produits qui ne se cultivent pas sous nos latitudes, comme le thé et le café, proviennent de petits producteurs avec lesquels la coopérative a noué un contact privilégié, Non, parce qu'en fait, en ayant toujours pour objectif la rémunération la meilleure pour le producteur et les prix les plus avantageux pour les consommateurs. même pour des produits comme ça, on est quand même dans le circuit court, de manière à ce que les producteurs aient le maximum de profit de ce qu'ils font, de leur travail. Voilà, par exemple, pour le thé, c'est je crois 63% de ce qu'on paye revient aux producteurs. C'est quand même un peu exceptionnel, quoi. Sur les 654 hectares de la bergerie de Villarceau, 400 hectares de terres agricoles sont consacrés à la polyculture et élevage en agriculture biologique. Agronome de formation, Olivier Ranck a quitté la ville pour intégrer le projet il y a 25 ans. Il élève aujourd'hui une centaine de vaches qui fournissent le fertilisant des sols et produit essentiellement des légumineuses, plantes riches en protéines et des céréales. Ce que j'avais vu au moment de mes études, c'est que le système chimique conventionnel était à bout de souffle et qu'il fallait absolument prendre en compte d'autres impératifs, notamment les impératifs environnementaux, mais aussi tous les impératifs autour des questions de durabilité plus généralement, c'est-à-dire durabilité en termes de santé humaine, de l'alimentation, durabilité des systèmes et des échanges économiques, d'où les échanges locaux. Voilà, globalement, de réinscrire toute la partie agricole de ce domaine dans une démarche de durabilité. Une démarche rendue possible grâce à la fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme, propriétaire de la bergerie depuis 1976 et qui a investi depuis 1995 pour accompagner cette transition. Avec notamment un centre de réflexion destiné à interpeller les politiques agricoles pour faire progresser la recherche sur une nouvelle agriculture. L'idée, c'est que l'on travaille ensemble vers une ambition commune qui est avoir un territoire plus durable et donc améliorer ses pratiques. Et pour ça, il faut que chacun aujourd'hui est spécialisé dans une action, que ce soit la production agricole, la commercialisation, l'accueil, etc. Et là, l'idée, c'est de travailler ensemble pour qu'on fasse un système durable et qu'on s'entraide mutuellement pour pouvoir proposer des projets plus riches. Une approche globale pour affronter les défis de demain. Oui, alors voilà, là on voit un exemple de justement de polyculture élevage, circuit court. On parle d'un renouveau paysan. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez ou est-ce que c'est juste une idée qu'on trouve comme ça dans les médias? Il y a beaucoup de gens qui ont été notamment très inspirés par l'exemple de la ferme de permaculture du Bec-et-Loing en Normandie. On en a présenté un avec la bergerie de Villarceau. Qui date de 25 ans, celle-ci. Oui, oui, oui. Vous avez cité la permaculture qui est développée dans nombreuses exploitations agricoles, Bec-et-Loing en étant l'une parmi d'autres. Mais vous avez bien d'autres initiatives intéressantes. Je pense à, excusez-moi de citer quelque chose de plus personnel, mon fils habite Paris dans le 13e arrondissement et il fait partie des administrateurs d'un supermarché coopératif. Et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, c'est que la plupart des gens qui s'impliquent trouvent avantageux, intéressant et utile collectivement d'avoir des relations directes avec des agriculteurs bio éventuellement, mais pas uniquement, de la région Île-de-France. Font venir les produits et ils ont la fraîcheur qui était tout à l'heure évoquée dans la ferme de Villarceau, en plein cœur de Paris. Vous avez des initiatives là aussi sur, je pense à des mariculteurs de Bretagne qui, une fois tous les 15 jours, viennent sur le marché de la banlieue grenobloise présenter leur production, les pêches, les coquillages, etc. Et puis il y a des fermes urbaines.
il y a les fermes urbaines. Les AMAP ne datent plus d'aujourd'hui. Maintenant, ça a plus de 30 ans. Les premières AMAP, notamment dans le sud de la France. Les AMAP, je vous le rappelle, c'est ce système qui permet à des consommateurs de s'articuler à un ou plusieurs agriculteurs pour discuter avec lui de ce qu'ils auront envie de manger en fonction des saisons, bien sûr, en fonction de la capacité de production de l'exploitation agricole. Et ça permet à l'agriculteur de programmer ses cultures et de livrer avec un engagement de consommation, du coup, beaucoup moins de pertes. Moins de pertes au champ, moins de pertes dans la distribution, moins de pertes à la maison. On voit qu'il y a là une kyrielle d'initiatives qui sollicitent les pouvoirs publics, qui sollicitent les agriculteurs, qui sollicitent la transformation agroalimentaire, les coopératives, les collecteurs, etc. Et c'est l'ensemble qui réagit à cette demande sociale importante. On espère que ce sera une vague encore plus grande, parce qu'on le disait tout à l'heure, il n'y aura pas de transition sans une transition de la consommation alimentaire. Voilà. Donc finalement, pour mieux manger tout en respectant la planète, qui était le sujet de cette émission, il faut s'attendre à modifier à la fois notre système de production et notre alimentation. La question là qu'on évoque, c'est la question de la relocalisation des systèmes alimentaires. Elle est tout à fait importante. C'est une des priorités des gouvernements successifs, d'ailleurs, depuis 2014. Et si vous voulez, on est quand même encore à un niveau d'environ 5% des ventes de produits alimentaires qui se font par des circuits dits courts ou de proximité. Ça reste très marginal. Donc, ça reste marginal. Effectivement, l'épisode du premier confinement, peut-être plus que du deuxième, mais en tout cas du premier confinement, a permis aussi aux Français de découvrir des systèmes de distribution, j'allais dire, alimentaires différents de ceux qu'ils connaissaient. Et on a vu un boom d'environ une multiplication par 2 ou 3 des ventes par des circuits de proximité. Mais on le voit, la question également par rapport au changement, j'allais dire, à cette problématique du changement climatique et de cette lutte contre le changement, elle nécessite aussi d'agir sur les 95% restants, c'est-à-dire sur des circuits plus longs. Et la question aussi qui se pose et qu'on a évoquée, c'est comment aussi rendre plus vertueux les circuits longs. Et là, effectivement, on est au cœur de la problématique, avec un certain nombre, effectivement, d'initiatives qui doivent être prises pour rendre ces circuits un peu plus longs, dit longs, plus vertueux. J'ose une dernière petite question avant de conclure. On a pu lire que les protéines venant des insectes pourraient constituer une alimentation alternative pour les hommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut s'attendre à se mettre à manger des insectes? Enfin, la consommation d'insectes, ça existe dans le sud-est asiatique de façon massive. Ça existe en Afrique de façon massive. Oui, mais pas en France. Pas en France. Ça va être difficile quand même de s'y mettre. Mais d'abord, il y a des entreprises qui, aujourd'hui, sont des producteurs d'insectes pour l'alimentation, essentiellement animale. Tout à fait. Mais en partie, ça commence humaine. Les choses évolueront lentement. Et puis, nouvelle, l'EFSA, donc l'Agence européenne des aliments, vient d'autoriser la mise sur le marché, pour la première fois, d'un nouvel aliment, on les appelle, donc, qui est un insecte, un ver de farine, pour l'alimentation, cette fois-ci, humaine. Donc là, on a une nouvelle porte qui s'ouvre, avec, effectivement, certainement, une diversification de l'offre alimentaire. Les insectes... Personne ne pense que les insectes vont remplacer le reste de l'alimentation, mais en fait, ils entrent dans une diversification de la consommation de protéines, et c'est très bien ainsi. On verra si c'est très bien. Jean-Baptiste Millard et André-Jean Guérin, je vous remercie pour ces échanges. Ce n'est pas fini. Nous allons tout de suite accueillir notre troisième invité pour nous intéresser aux vertus de la banane. Bonjour Charles Billot, merci d'être venu sur ce plateau.
Bonjour. Vous avez fondé Cadalis en 2013. C'est une marque de cosmétiques à base d'actifs de banane. Avec Cadalis, vous cochez toutes les cases des enjeux du XXIe siècle, puisque vous avez une démarche qui s'inscrit dans la durabilité, l'économie circulaire et inclusive, l'engagement social et éthique, et bien d'autres aspects dont nous allons parler. Alors, pour résumer, le principe de Cadalis, c'est de recycler et de valoriser les agrodéchets générés par la filière banane de Guadeloupe et de Martinique pour en faire des produits de beauté. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. En fait, il y a 10 ans, j'ai eu envie de m'engager positivement et concrètement pour justement répondre à, je pense, des préoccupations que nous avons tous en tant que citoyens. C'est quel avenir on donne à la planète et comment consommer mieux. Et pour consommer mieux, il faut que nous, entreprises, on produise mieux. Et donc, je me suis appuyée sur la filière banane de Guadeloupe et de Martinique parce que c'est notre première filière agricole, parce que c'est le premier employeur de l'île et parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de déchets qui ne demandaient qu'à être valorisés. Et donc, j'ai lancé il y a 10 ans un programme de recherche pour caractériser et étudier les composants, les composés actifs qui étaient dans ces agrodéchets. Donc, ça va être les bananes moches, les fleurs, les hampes, les feuilles. Les bananes moches, qu'est-ce que c'est? C'est celles qui sont écartées en fait du circuit commercial. Ouais. En fait, le consommateur, il veut un fruit parfait. Donc ça aussi, ça crée mine de rien des impacts dans la chaîne, puisque forcément, ça génère des déchets. Donc nous, on prend ces bananes qui en fait ont des principes actifs qui sont les mêmes, qu'elles soient belles ou moches. Nous, on les récupère, on les transforme et on extrait des principes actifs. On a déposé 3 brevets ces 10 dernières années sur différentes propriétés comme l'action anti-âge, anti-tache et apaisante. Alors, on ne connaît pas très bien la banane, ici, nous, en France, moins bien probablement qu'en Martinique. Et on ne sait pas forcément que le bananier, c'est une herbe. Ce n'est pas un arbre, c'est une herbe qui peut mesurer jusqu'à 15 mètres de haut. Et c'est une plante très utilisée dans la médecine traditionnelle des Antilles. Alors, elle est utilisée depuis des siècles, et voire même des millénaires, puisque c'est la plante la plus anciennement cultivée par l'homme. Elle date de l'époque des dinosaures. Elle est présente dans tous les pays du Sud et elle a des vertus qui sont reconnues, notamment pour traiter l'eczéma, l'acné ou le psoriasis. C'est des vertus qui sont méconnues en France parce que vous connaissez surtout le fruit jaune, donc la banane dessert, alors que nous, on utilise ces différentes parties, comme la fleur, la peau qui est comestible, la fleur est comestible également, et la feuille. Les différentes parties ont chacune des propriétés dans la pharmacopée traditionnelle. Et donc, quelles sont les vertus de la banane à usage cosmétique? Alors nous, en cosmétique, on a tout étudié, les parties aqueuses et les parties lipidiques, mais pour les lignes de soins, on s'est concentré sur les corps gras de la banane, qui sont très riches en principes actifs, notamment des phytostérols, qui sont reconnus pour être anti-inflammatoires. Donc nous, on a 3 brevets, on focus vraiment sur les problématiques de peau, les taches pigmentaires, notamment liées au vieillissement et au soleil, les principes anti-inflammatoires, donc on a des vertus apaisantes pour la peau, notamment liées aux problématiques de la pollution, des réactions cutanées, et les parties anti-âge, parce qu'on veut tous rester jeunes plus longtemps. Donc nous, on s'est focalisé dessus. Après, dans les usages traditionnels, l'acné, psoriasis, eczéma, j'en parlais, chaque partie a des principes différents. Ça aide à cicatriser les blessures. Nous, dans les plantations, quand on se blesse, on récupère la peau ou la sève. C'est un désinfectant naturel et ça aide à cicatriser les blessures. Jean-Baptiste Millard, André Jean Guérin, vous aviez déjà entendu parler de cet usage de la banane? Jamais. Et une question me vient, est-ce que vous utilisez les différentes variétés de bananes? Parce qu'il n'y a pas que la banane... Dessert. Oui, dessert, exactement. Il y a aussi la banane plantain qui est très largement utilisée. Alors, il existe plus de 1000 variétés de bananes. On a travaillé sur 3 variétés et on a développé des actifs à partir de 2. La banane Cavendish, la banane dessert qu'on connaît tous, et également la banane rose qui est produite en Martinique, au François. Et on a extrait un principe actif qui est 4500 fois plus antioxydant que l'huile d'argan. C'est assez incroyable, on a des résultats qui sont phénoménaux et on a une activité sur les taches pigmentaires. Et on fait à la fois de la recherche sur les agrodéchets, mais on fait aussi de la recherche variétale. L'objectif étant de valoriser peut-être d'autres variétés pour justement ne pas être en monoculture et ne faire que la banane dessert. Vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Baptiste Millard? Je vous sens oui, tout à fait. très intéressé. Le think tank Agridé connaît depuis un certain temps Cadalis, parce qu'on essaye d'identifier ces startups tout à fait prometteuses dans les domaines agricoles, mais aussi de la bioéconomie et de l'économie circulaire. Donc là, effectivement, comme vous l'évoquiez, Cadalis coche beaucoup de cases
Et donc, c'est une démarche tout à fait intéressante, un projet d'entreprise passionnant. Oui, parce que, alors, il faut aussi signaler que vous collaborez avec des producteurs de bananes en Martinique et en Guadeloupe qui sont actionnaires de votre société. Alors moi, j'ai une modèle démarche inclusif. Oui, complètement. Moi, j'ai une démarche très inclusive. Je pense vraiment que pour changer le monde et aussi pour réduire les inégalités intergénérationnelles, c'est important d'intégrer plus de personnes en fait dans une démarche entrepreneuriale. Et moi, j'ai choisi d'intégrer les planteurs de bananes de Martinique, tous sans distinction, via leur coopérative, parce que pour moi, c'est aussi une garantie finalement d'impulser aussi de nouvelles idées avec eux, de les accompagner aussi peut-être vers d'autres démarches, d'autres orientations agricoles. Et c'est aussi une façon de leur rendre aussi et de partager aussi un développement, parce que si on ne soutient pas nos agriculteurs, on ne pourra pas avoir une agriculture qui corresponde à nos attentes, plus raisonnée, plus engagée, plus bio. Et pour moi, intégrer les planteurs, ça me paraissait, je sais pas, une évidence, parce que j'ai envie qu'ensemble, on contribue à switcher ces modèles un peu traditionnels. Vous avez un engagement qui est social et environnemental, qui est très fort. Pour vous, c'est ça le rôle d'un entrepreneur ? Moi, j'ai beaucoup de chance. Mes parents sont des gens très engagés. Moi, j'ai grandi dans l'engagement, mais dans notre jardin, on est quasiment autosuffisant. On récupère l'eau de pluie. Moi, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi aux Antilles. J'ai eu la chance d'être dans un environnement qui était vraiment propice à ça, avec des parents qui avaient des valeurs, engagés dans des associations et qui nous ont vraiment sensibilisés à la démarche environnementale. Quand j'ai décidé de créer ma société il y a 10 ans, j'ai vraiment eu un déclic. J'ai vraiment eu envie, parce que j'avais cette attente en tant que consommatrice, de faire quelque chose pour changer la donne dans ce secteur. J'avais aussi envie d'avoir un rôle sur le développement économique de mon île, et notamment de l'industrialiser. On travaille sur une usine pour justement transformer la matière première et la valoriser. Et donc, en fait, pour moi, naturellement, quand je suis devenue entrepreneur, ces valeurs que j'avais personnellement, je les ai mises dans la société. Et donc, à tous les niveaux de la société, on fait attention. Vous parlez d'impact social. J'ai un fort engagement pour la formation de jeunes femmes issues de nos territoires, Guadeloupe et Martinique, sur des métiers de la science. On est à notre 2e thésarde en biochimie, et je trouve que c'est important de former nos jeunes à ces métiers du futur. En particulier les femmes qui sont moins présentes en sciences. Exactement. La science, pour moi, c'était important parce qu'il y a peu de femmes en sciences. Il y en a, je crois, même pas 4 ou 5 pour 40 hommes. Et ça fait partie aussi des choses qui ont un impact sur le changement climatique. Favoriser les femmes dans la science, réduire les déchets alimentaires, ça fait partie des solution principale pour avoir une action directe sur le changement climatique. Si vous me permettez, je crois qu'on évoquait tout à l'heure des initiatives qui venaient du terrain, les circuits courts, etc. Je crois que c'est très complémentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle unique, certainement. Il y a complémentarité dans l'exploitation de la production, en l'occurrence de bananes, qui va se satisfaire de circuits courts pour la consommation alimentaire de tous les jours, mais qui va être aussi valorisée par un travail scientifique et une commercialisation sur des produits qui vont se vendre dans le monde entier, en tout cas dans toute l'Europe. C'est une hybridation. Et voilà. On est dans l'hybridation. Je crois qu'on a cela à garder en tête, c'est qu'il y a nécessité de plus d'intelligence à tous les niveaux. Bien sûr, pour une production agricole et agronomique plus attentive en quelque sorte au milieu, à la biodiversité, au sol, mais aussi pour une valorisation comme l'illustration que vous venez de donner et qui est remarquable. Je vous remercie pour la remarque, pardon. Oui. La notion de circuit court, elle est importante, notamment quand on vient de l'outre-mer. Ça n'a pas de sens pour nous, le circuit court, parce que, en fait, nous sommes français, mais à l'outre-mer. Et donc, moi, des fois, je vous remercie pour cette remarque. La banane fait partie d'un cercle vertueux. En fait, on importe quasiment tout de France, de la France hexagonale. Produire de la banane, c'est aussi un moyen de faire partir les conteneurs avec quelque chose. Donc, ça contribue à aussi un cercle vertueux économique et social. Et donc, pour nous, il y a les circuits courts, mais effectivement, il faut penser différemment. Nous, nos marchés, ce n'est même pas la
la France. Nous, on vient de se lancer aux États-Unis, on est en train de se lancer sur le marché chinois. Notre territoire, c'est le monde entier. Penser autrement, c'est peut-être ça l'avenir de cette filière. Merci Shirley Billot d'être venue nous parler de Cadalis. Et merci également à André-Jean Guérin et Jean-Baptiste Millard pour votre éclairage sur les défis auxquels font face les filières agricoles et alimentaires. Merci à vous de nous suivre Pour tout vous dire et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.